Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma soutenance de thèse qui porte sur comment minimiser l'impact environnemental de ce marketing digital, donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Cependant, avant de commencer, j'ai un invité spécial à vous présenter, la planète Terre, qui interviendra de temps en temps pour vous partager des informations supplémentaires. Alors, donc voici le sommaire de ma présentation qui se déroulera en plusieurs étapes. Premièrement, je vais commencer par vous introduire mon sujet ainsi que la problématique que j'ai identifiée. Ensuite, je prendrai le temps de vous expliquer pourquoi j'ai choisi mon sujet de thèse et je développerai par la suite en trois grandes parties. Premièrement, l'impact du numérique sur l'environnement en mettant en avant les défis auxquels nous faisons face à l'heure actuelle. Ensuite, j'aborderai la notion de marketing digital éco-responsable et l'importance qu'elle revêt. Et enfin, je partagerai avec vous les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir un marketing digital plus durable. Et je vous partagerai des exemples concrets que j'ai appliqués au cours de mon expérience en alternance. Et enfin, nous terminerons par une conclusion générale ainsi que les perspectives futures de cette thèse professionnelle. Mais avant cela, la Terre a des recommandations à vous faire par rapport à cette réunion. Qui permettrait, d'être, un peu plus éco-responsable. Très bien. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il est quasiment impossible de nous détacher de notre ordinateur ou de notre smartphone. Nous sommes constamment connectés à internet et nous avons pris l'habitude de faire, nos achats en quelques minutes. De trouver des informations, voilà, sur, différents sujets et aussi d'interagir sur, différents réseaux sociaux. Cette omniprésence du numérique, a profondément modifié nos habitudes de consommation et de communication. Hop, j'ai des problèmes de ma petite vidéo, bon, c'est pas grave. Et donc il faut savoir que le marketing digital est devenu un pilier incontournable pour les entreprises, car, grâce à la diversité des canaux digitaux, les entreprises peuvent toucher un large public et interagir en temps réel avec les consommateurs. Ce qui leur permet donc de recueillir de nombreuses données, d'influencer leurs décisions d'achat et de fidéliser leur clientèle. Mais derrière, tous ces avantages, il y a un revers, c'est que le marketing digital, il a un impact environnemental très important. En effet, mener des campagnes digitales génère des centaines de tonnes d'émissions de carbone année après année et en effet, la dématérialisation peut sembler bénéfique, mais elle engendre, un impact environnemental, assez important. Ainsi, il est plus que jamais nécessaire d'adopter des pratiques plus durables, tant à l'échelle individuelle qu'au niveau des entreprises. Et donc, c'est face à cet enjeu crucial que j'ai décidé de traiter la problématique suivante dans ma thèse, donc comment minimiser l'impact environnemental de son marketing digital. Donc, c'est au cours de ma formation en MBA marketing digital que j'ai commencé à justement me questionner sur l'impact des technologies que nous utilisons au quotidien dans nos différents métiers. Avant cela, je me préoccupais de l'environnement, mais en fait, j'avais pas pleinement conscience de l'ampleur, de l'impact du numérique sur la crise climatique et en parallèle, donc mon expérience au sein de l'entreprise Oya, qui est donc une boutique éco-responsable, a contribué justement à tous ces questionnements. J'occupais le poste de chargée de mission, communication et de marketing digital, donc je faisais plusieurs missions, réseaux sociaux, site internet et cetera, création de contenu et je me suis justement questionnée sur la manière dont, je pourrais en fait, optimiser, mon empreinte, environnementale au quotidien et en plus, tout cela correspondait bien à l'esprit de la boutique. Il faut savoir qu'il est indéniable que le fait d'avoir aucun impact environnemental au travers de ces actions digitales n'est pas réaliste. Cependant, ce n'est pas, pour ça qu'on devrait abandonner nos efforts et minimiser cet impact autant que possible. Donc cette prise de conscience m'a poussée justement à approfondir mes recherches et à explorer différentes pistes pour, répondre, à cette problématique. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une situation alarmante en ce qui concerne, l'état de la planète, notamment en raison du réchauffement climatique. Le dernier rapport donc du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
publié en mars 2023, souligne plusieurs constats préoccupants. Donc, tout d'abord, la température globale continue d'augmenter à un rythme alarmant, principalement à cause des activités humaines. En effet, l'année 2023 a été pour le moment l'année la plus chaude jamais enregistrée. Il y aurait une chance sur trois que 2024 soit plus chaude que l'année 2023. Si rien n'est fait, justement, le réchauffement global atteindra 1,5 degré euh, au début des années 2030, ce qui entraînera donc des conséquences très graves pour notre environnement. Également, la surface des océans, elle aussi, est impactée. Et, euh, et, les- excusez-moi. Et du coup, un nouveau record a été atteint en janvier de 20,97 degrés de température moyenne, ce qui provoque également la hausse du niveau de la mer. Par ailleurs, donc, les écosystèmes et les populations sont touchés. Le changement climatique affecte déjà l'accès à l'eau, l'alimentation, la santé et entraîne de plus en plus de catastrophes naturelles. Et la biodiversité, elle aussi, est fortement impactée. Des nombreuses espèces terrestres et marines ont fortement diminué sur les dernières décennies. Et enfin, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Cependant, au-delà des sources d'émissions que l'on associe souvent à l'industrie ou au transport, il y a un autre contributeur majeur dont on parle encore peu, qui est le numérique. Saviez-vous que le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre? En comparaison, l'aviation civile serait responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, il représente environ 2,5% de l'empreinte carbone nationale. Cela est dû à plusieurs facteurs. Donc, le premier qui est la production et le transport des équipements numériques. Donc, la production et le transport des équipements numériques nécessitent beaucoup de matériaux. Par exemple, pour produire un ordinateur, on aura besoin de 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible, 1,5 tonnes d'eau. Et pour un smartphone d'environ 5,5 pouces, on aura besoin d'environ 200 kg de matières premières. Donc, tout cela nécessite l'extraction de métaux rares qui sont souvent localisés dans des zones géographiques limitées. Donc, le deuxième facteur est l'utilisation des équipements numériques. Si Internet était un pays, il représenterait plus de 10% de la consommation mondiale d'électricité. Pour que nos appareils fonctionnent, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures comme les réseaux et les centres de données. Ces infrastructures demandent une quantité très importante d'énergie et de ressources, notamment donc, des métaux pour leur fabrication, leur assemblage et leur transport. La croissance des données en ligne et leur traitement et leur stockage augmentent de manière constante justement cette demande en énergie pour ces infrastructures. Et on dit qu'il existe plus de 8000 data centers dans le monde qui fonctionnent en continu pour stocker et partager les données numériques. Ils consomment à eux seuls environ 2% de l'électricité mondiale. Et comme nous le dit la Terre, cette consommation devra augmenter de 50% d'ici 2026 en Europe. Par ailleurs, l'essor de l'intelligence artificielle va également renforcer cette tendance. Pour vous donner un exemple, la formation du modèle GPT-3 a émis 240 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 136 allers-retours Paris-New York. Et les modèles les plus récents, comme GPT-4, pourraient multiplier ces chiffres en fait, par 4. Il est difficile d'estimer précisément la quantité de CO2 générée par une requête individuelle sur ChatGPT. Cependant, en termes d'impact carbone par requête, Google, lui, serait moins polluant que ChatGPT en raison de la complexité et la puissance requise pour les modèles d'IA comme ChatGPT. Le format vidéo est de loin le plus consommé car vous regardez une vidéo en streaming génère 60% des flux de données mondiales et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an. En ce qui concerne les réseaux sociaux, 60 kilos équivaut à justement à un utilisateur, ce qui fait par exemple un trajet Paris-Genève en voiture. Et je vous donne un autre exemple, par exemple, un email envoyé génère 10 grammes de CO2. Et comme vous pouvez le voir, une pièce volumineuse génère jusqu'à 50 grammes de CO2,
ce qui est énorme. Et le dernier élément, donc, ça serait la fin de vie de nos équipements et numériques. Chaque année, des millions d'appareils électriques et électroniques sont jetés lorsque les produits se cassent ou deviennent obsolètes. Comme nous le dit la Terre, plus de 80% des déchets électroniques produits dans le monde chaque année ne sont pas collectés pour être recyclés. La gestion des déchets électroniques en fin de vie pose des défis majeurs en termes de recyclage et de traitement des matériaux. Il est donc crucial de justement prolonger autant que possible la durée de vie de nos appareils et de limiter leur nombre en privilégiant plutôt la réparation que le remplacement. Maintenant que nous avons vu l'impact considérable du numérique sur l'environnement, il devient évident que des actions doivent être mises en place pour réduire cette empreinte. C'est ici qu'intervient le marketing digital éco-responsable. Cette approche repose sur trois grands principes essentiels: minimiser l'empreinte carbone des actions marketing. Donc, cela inclut l'éco-conception des supports numériques, la sobriété des contenus, en veillant à utiliser le moins d'énergie et de ressources pour atteindre ces objectifs marketing. Sensibiliser et éduquer les consommateurs sur les enjeux environnementaux. En intégrant des messages et des valeurs écologiques dans la communication, les entreprises peuvent encourager des comportements plus responsables chez leurs clients. Et enfin, créer de la valeur pour la société et la planète. Donc, cela signifie qu'on va essayer de créer des campagnes et des actions et d'avoir des actions de marketing qui s'inscrivent dans une logique de durabilité. Donc, en intégrant des pratiques plus respectueuses de l'environnement et socialement responsables. En adoptant ces pratiques, les entreprises vont non seulement réduire leur empreinte environnementale, mais aussi améliorer l'image de marque et attirer des consommateurs qui sont justement de plus en plus sensibles à ces enjeux. Et il s'agit avant tout de répondre aux attentes croissantes des clients en essayant de concilier les 3 P du marketing vert: Planet, People and Profit. En effet, il est important de rappeler que ces principes peuvent être appliqués dans tous les secteurs, même ceux traditionnellement associés à une empreinte écologique élevée, comme l'industrie pétrolière ou automobile. Et comme le dit la Terre, intégrer une démarche éco-responsable dans sa stratégie de marketing digital, c'est non seulement répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi participer activement à la préservation de notre planète. Nous allons maintenant découvrir les bonnes pratiques que j'ai pu identifier au cours de mes recherches pour réduire l'empreinte environnementale de son marketing digital. Au cours de mon intervention, donc, j'ai mis en œuvre plusieurs de ces bonnes pratiques et je vous présenterai des exemples concrets au fil de la présentation. Donc, la première bonne pratique que j'ai identifiée est d'adopter des gestes simples au quotidien, ce qui signifie adopter une démarche axée sur la sobriété numérique. Le but est de minimiser l'impact environnemental du numérique en réduisant la consommation d'énergie des objets technologiques et connectés qui nous entourent. L'idée générale n'est pas d'arrêter complètement d'utiliser le numérique, mais de prendre plutôt conscience de l'impact environnemental de ces usages et d'apprendre à mieux gérer sa consommation numérique. La sobriété numérique repose sur des principes simples et efficaces qui peuvent être intégrés à notre quotidien et à notre environnement de travail, comme par exemple réduire la luminosité des écrans, privilégier des appels audio plutôt que vidéo, éteindre les appareils non utilisés, naviguer sur Internet de manière responsable, privilégier le Wi-Fi, voilà, par exemple, prendre régulièrement des pauses de nos appareils numériques, imprimer de manière responsable. Au-delà de tous ces conseils, il faut également penser donc à bien prendre soin de son matériel, à éviter le remplacement et plutôt opter pour des solutions comme les appareils reconditionnés, etc. Et essayer de justement garder ces appareils le plus longtemps possible. Alors, ce que nous avons fait, nous, au sein de l'entreprise Zoya, c'est qu'en fait, régulièrement, nous trions nos fichiers dans notre Google Drive. En effet, nous devons prendre de nombreuses photos de nos produits, des vidéos, et cetera. Donc, il se peut que nous ayons beaucoup de fichiers sur le Drive, donc ce qui fait que, voilà, on supprimait souvent les éléments obsolètes. Nous imprimons uniquement lorsque cela est nécessaire et en général, nous utilisons le navigateur internet Ecosia. Donc ça, ce sont uniquement quelques exemples.
La deuxième bonne pratique est d'opter pour l'éco-conception. Donc, l'éco-conception digitale a pour but de réduire l'empreinte des productions digitales telles que des sites éco-responsables, des applications ou autres supports éco-conçus. Comment faire? Pour cela, lorsque l'on va essayer donc d'éco-concevoir son site internet, on va choisir un hébergement vert, donc c'est-à-dire un hébergement qui adopte des pratiques éco-responsables, qui utilise des énergies renouvelables. On va alléger ses pages web, donc on va tenter de réduire le poids des pages en optimisant ses images, en optimisant son code, et cetera. On va plutôt opter pour un design minimaliste, c'est-à-dire, un design qui, par exemple, va s'afficher sur différentes tailles d'écran. On va enlever le superflu, on va utiliser les polices qui génèrent le moins d'impact, des couleurs peu énergivores et on va surtout auditer son site internet grâce à des outils comme, Ecoindex pour connaître son impact environnemental. Si on décide d'éco-concevoir son application, on va intégrer uniquement des fonctionnalités essentielles pour minimiser la consommation d'énergie. On va faire en sorte que cette application soit compatible avec des anciennes versions d'iOS, enfin du moins d'iOS ou d'Android, et on va essayer d'utiliser des thèmes sombres. Alors, en ce qui concerne notre entreprise, nous avons fait le test et comme vous pouvez le voir, Ecoindex nous a mis en avant les améliorations qui étaient possibles pour le site, comme par exemple réduire davantage la taille et le format des images ou éviter le format carrousel sur la page d'accueil. Donc tout cela nous offre l'opportunité de prendre conscience des améliorations possibles et à l'avenir, l'entreprise souhaite faire appel à un expert vraiment pour concevoir le site. Une autre bonne pratique est d'optimiser de manière responsable son SEO. Donc le Green SEO, ça intègre en fait les principes du SEO classique, mais ça ajoute justement cette dimension éco-responsable. Donc il s'agit d'optimiser le référencement naturel pour attirer un public cible, tout en diminuant l'impact environnemental de cette optimisation. Comment faire? On va chercher à optimiser la structure de notre site, on va réduire la complexité du site pour qu'il soit plus rapide à charger et moins gourmand en énergie. La rédaction de contenu sera plus pertinente avec des mots-clés ciblés. On va tenter de limiter les pages et les contenus inutiles pour réduire le nombre de requêtes serveurs et la consommation d'énergie. On va réduire le poids des fichiers médias, donc on va limiter la taille des images, vidéos, etc. pour améliorer la vitesse de chargement. Et on va choisir un serveur écologique comme par exemple Infomaniac, EX2, Planet Roster, etc. Il y en a plein. Dans le cas de mon entreprise, au lieu d'utiliser des termes génériques comme par exemple vêtements bio, nous avons en fait choisi d'utiliser des mots-clés plus précis et ciblés, comme par exemple vêtements en coton biologique certifié GOTS. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand on tape par exemple, un utilisateur tape sur Internet, voilà, par exemple, voilà, vêtements biologiques certifiés GOTS, il va tomber directement en fait sur nos produits. Et en fait, en utilisant des termes très spécifiques, la recherche d'informations devient plus précise et cela limite le nombre de clics nécessaires justement pour accéder aux résultats pertinents. Et en résumé, en fait, cette pratique, elle permet de réduire l'empreinte carbone numérique tout en maintenant une forte pertinence dans les résultats de recherche. Alors, voici d'autres pratiques éco-responsables donc, que j'ai regroupées sur une même slide. Donc, par exemple, vous avez limité ou repensé vos publicités au travers du good advertising, qui est une approche qui met l'accent sur la publicité éthique. L'objectif n'est pas seulement de vendre, mais de promouvoir justement des produits ou des services ayant une utilité sociale ou environnementale. Pour ce faire, on va passer par un ciblage précis des bonnes audiences pour éviter des envois de masse inutiles. L'utilisation de l'inbound marketing, justement, va permettre de produire du contenu pertinent qui attire naturellement les prospects sans avoir justement à produire des publicités intrusives. Et il est crucial d'utiliser des formats moins gourmands et moins gourmands en données et plus légers. Ensuite, il faut bien penser à communiquer de manière responsable, c'est-à-dire adopter une communication plus honnête et transparente pour justement renforcer cette confiance, la confiance de nos consommateurs. La transparence, c'est un des piliers majeurs justement de la communication responsable.
Et pour ce faire, il est important de faire moins mais mieux, c'est-à-dire qu'on va produire moins de contenu, mais de meilleure qualité, tout en prenant en compte justement ces aspects sociétaux et environnementaux dans chaque message envoyé. Et enfin, on va diminuer la pollution numérique de nos réseaux sociaux, justement en réduisant les publications inutiles et en privilégiant du contenu de qualité, c'est-à-dire moins de contenu superflu et donc moins de consommation d'énergie. Pour ce faire, on va bien cibler son audience. On va utiliser uniquement des réseaux sociaux qui sont pertinents pour notre stratégie. On va privilégier le slow content, c'est-à-dire moins de contenu, mais de meilleure qualité, en encourageant son audience justement à l'action et à la sensibilisation sur des thématiques environnementales. Donc, ce sont des exemples des actions que nous avons mis en place dans ma boutique éco-responsable. En ce qui concerne les publicités, en général, donc elles sont réalisées, sous forme de réels sur Instagram et elles ciblent vraiment un segment de clientèle spécifique afin d'éviter justement ces diffusions, massives et inutiles. Le recyclage de contenu déjà existant est privilégié, ce qui nous permet justement de limiter la création, de nouvelles vidéos et de plus, nous publions ces vidéos, en basse qualité pour réduire, l'empreinte environnementale. La communication se base, donc sur la rédaction d'articles de blog, optimisés avec des mots-clés pertinents et nous avons choisi justement de limiter la fréquence de nos articles à un article par mois. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, pour ne pas justement pour limiter la pollution numérique, il a été décidé de ne pas utiliser TikTok, qui est l'une des applications les plus énergivores. À la place, les autres réseaux sociaux sont gérés de manière responsable en privilégiant donc justement le recyclage de contenu plutôt que la création, constante de nouveaux posts et nous produisons beaucoup de posts pour sensibiliser, le public sous différents formats. Par exemple, là, vous pouvez voir, une sorte de citation. Il est important également de réduire l'empreinte carbone de ces campagnes, d'emailing, justement en réduisant le nombre de campagnes envoyées ainsi que le nombre de destinataires. Un bon ciblage est donc très important. Il faut également penser à réduire le poids de la campagne, donc en optimisant, les images, la réduction des fichiers joints, utiliser des formats légers, pour le contenu. Et également, diversifier donc ses canaux de communication en essayant d'atteindre ses clients de différentes manières, par exemple par le biais d'SMS. Chez Ouya, nous produisons donc des campagnes optimisées avec peu d'images. Nous avons décidé d'envoyer qu'une seule newsletter par mois et d'ailleurs nous informons les clients à chaque fois qu'on prend leur adresse email et pour faire des transferts de fichiers, on utilise, donc Filevert. Également, penser à mesurer l'impact de ces actions permet justement de connaître son impact environnemental. Par exemple, il existe une calculatrice qui s'appelle Shine et Sami qui permet de calculer, en quelques minutes, l'empreinte de ces campagnes en fait de marketing digital à partir de plusieurs données, type de contenu, poids, localisation et cetera. Il en existe d'autres, plus connus comme EcoIndex que je vous ai montré tout à l'heure. En ce qui concerne la conception des systèmes d'IA, le mieux est de privilégier en fait l'éco-conception, donc c'est-à-dire choisir, des, architectures matérielles et logicielles optimisées et économes en énergie, opter pour des data centers écologiques, mutualiser et réutiliser au maximum les jeux de données ou bien, partager, les ressources et les bonnes pratiques au sein de communautés. Moi, mon point de vue, en fait, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle repose sur l'idée d'une utilisation raisonnée et optimisée en prenant en compte son impact, environnemental. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser l'IA, il est crucial de s'interroger justement sur, nos réels besoins pour éviter une utilisation excessive, et énergivore. Sensibiliser ses employés aux enjeux environnementaux et les engager à adopter, des actions éco-responsables est très important car, justement,
une bonne sensibilisation en fait, va permettre aux employés de prendre conscience de tout cela. Et elle passe par les formations, elle se fait par les formations, par le biais d'ateliers, de MOOC, par exemple, qui justement sont excellents pour se former au quotidien. Également, il existe des formations comme la fresque du numérique que j'ai fait au début de la rédaction de ma thèse, qui justement va permettre de comprendre tous ces enjeux en groupe et de manière ludique. Et c'est très intéressant car on fait plein de quiz, on voit plein de vidéos, etc. Et il faut bien penser à sensibiliser les managers qui ont un rôle d'exemplarité et un rôle de management auprès de leurs équipes. En conclusion, il est difficile de désigner un seul élément comme étant le plus polluant. Cependant, on peut dire que la fabrication des équipements est le plus gros contributeur à la pollution numérique. Le streaming vidéo et l'IA sont parmi les activités les plus énergivores et les data centers, qui, eux, sont essentiels à toutes ces activités, ont un impact environnemental considérable. J'espère avoir démontré au travers de cette thèse qu'il est possible de concilier marketing digital et éco-responsabilité. Et je souhaite que cette thèse soit partagée au maximum afin de sensibiliser justement davantage de personnes à ces enjeux qui sont très importants. En rédigeant cette thèse, j'ai moi-même essayé d'appliquer ces bonnes pratiques et c'est pour cela que j'ai choisi de publier ma vidéo de teasing en basse résolution sur YouTube. J'ai établi plusieurs recommandations pour les lecteurs, comme par exemple éviter l'impression de cette thèse, utiliser des plateformes de transfert éco-responsables si on souhaite envoyer la thèse, voilà, utiliser des moteurs de recherche éco-responsables. Et également, dans ma thèse, j'ai fourni un lien en fait Google Drive pour accéder à des ressources complémentaires que j'ai créées, comme par exemple une infographie. Ça marche pas. J'ai créé une infographie, une to-do list qui justement va permettre d'intégrer ces bonnes pratiques dans notre quotidien. Ce sujet, donc, il est en constante évolution. En France, des mesures comme la Minum Eco accompagnent les entreprises justement dans ces démarches en fournissant des guides et des outils adaptés pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Également, le label numérique responsable permet d'identifier et de rassembler toutes les organisations qui s'engagent à réduire l'impact numérique. Je tiens donc à vous remercier pour votre écoute et comme le dit la Terre, ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence pour préserver notre belle planète.